Je suis présentement avec Flavie Prévost. Flavie, comment ça va? Salut Geneviève, ça va? Ravie d'être, à ton micro. Oui, ben écoute, on s'échange, hein. Des fois, je vais au tien, des fois, tu viens au mien. C'est ça, des belles relations comme ça. Mais je suis contente de te recevoir sur Effronté aujourd'hui parce que, ben, déjà, on va parler d'un projet dans lequel, bon, les deux, on est dedans, mais que tu mènes, ce que je trouve vraiment cool parce que d'habitude, c'est moi l'animatrice, puis genre, tu sais, je fais beaucoup de collaborations, mais c'est rare que je me fais mener, ce que j'apprécie énormément. Je vais être bien honnête avec toi. Mais bref, c'est ça, ce nouveau podcast de Solo Nation que tu as lancé, que tu organises avec brio, je te dirais, depuis quelques mois déjà. Je voulais qu'on dissèque ça ensemble parce que c'est un projet que je trouve vraiment cool. Il y a de la collaboration là-dedans, mais c'est aussi très pro, from scratch. Avec des stratégies justement derrière pour être capable de rendre ça pro dès le début, même si ça reste un nouveau show, un nouvel épisode. Donc, je voulais t'inviter aujourd'hui pour qu'on discute de ça. Est-ce que tu es down de jaser de ça aujourd'hui? Mais je suis très, très contente. En plus, tu sais que moi j'adore, faire du build in public, donc franchement, Mhm. le fait de partager les coulisses, je trouve ça même important parce que parfois les gens ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière, un podcast, par exemple, donc c'est trop cool, de partager ça avec tes auditrices, auditeurs. Ben, parfait. Ben, écoute, avant de commencer, avant toute chose, peux-tu m'expliquer c'est quoi cette émission-là, Solo Nation? Parce que c'est pas un podcast en soi, c'est un podcast dans ton podcast, right? C'est une émission dans ton podcast. C'est ça. Moi, ça fait 5 ans que j'ai un podcast sur le freelancing et les solopreneurs, en France et en fait, depuis un moment, je guettais la tendance à l'entertainment, tu vois? Où en fait, je me rends bien Mhm. compte que même le monde du business, il y a un petit côté, les gens ont plus trop envie de se faire chier en écoutant des podcasts. Alors je dis pas que mon podcast était chiant, mais il était quand même sérieux, tu vois? Donc c'était des Oui. interviews, des tips, des how to et cetera et donc j'avais vraiment envie de créer une émission où en fait on parle de solo business sans filtre, mais sans se faire chier. Et donc je me suis dit on va créer un talk show, donc vraiment une émission, esprit aussi un peu entre potes pour retrouver cet esprit de quand moi je vois mes potes freelance et solopreneurs, comment on discute sans jamais s'arrêter avec la vraie vie, hein, des fois, et des trucs pas très reluisants. Donc je voulais créer le même esprit en version podcast vidéo sur YouTube. Donc voilà, aujourd'hui, je dirais que c'est le talk show sans filtre des solopreneurs de la francophonie. Et j'ai réuni un panel d'une dizaine de personnes, donc qui sont des stars du solo business dont tu fais partie en francophonie, avec plein de business models différents aussi pour montrer qu'il n'y a pas que, je sais pas moi, les formations en ligne. Et à chaque fois, on est 4 par émission et on va débattre d'un sujet un peu chaud du moment pour les solopreneurs. Par exemple, l'épisode qu'on avait fait ensemble, c'était est-ce que c'est mort les formations en ligne ou est-ce qu'on peut encore gagner de l'argent avec? Donc c'est super rigolo parce que comme on est 4, ben, on n'a pas des avis toujours les mêmes sur le sujet, donc c'est assez marrant. Je pense que c'est important. Tu sais, ça va aussi dans la lignée de l'événement What's Next que j'ai fait en janvier, d'avoir des débats. Dans ce cas-ci, c'est vraiment plus dans un cadre presque. Ben, c'est pas humoristique, mais c'est léger, comme tu l'as mentionné. Tu sais, c'est vraiment comme, c'est chill, c'est laid back. What's Next, elle était un petit peu moins, quoique l'ambiance parfois était très, très, très drôle et fun. Après ça, c'est ça aussi, se réunir des gens qui n'ont pas peur de parler de succès, qui n'ont pas peur de parler d'ambition, de leurs vrais chiffres aussi. Fait que je pense que ça joue pour beaucoup dans le type de discussion qu'on va avoir. Euh, Qu'est-ce qui t'a envie de lancer Solo Nation et pourquoi maintenant? Tu sais, je Mm. veux dire, oui, il y a une question de trend, tu l'as parlé d'entertainment, mais qu'est-ce que ça répondait, I guess, pour toi comme besoin, puis peut-être pour l'audience? Alors je pense que quand on lance un projet, il faut toujours être accord, tu vois, avec qu'est-ce que moi, Flavie, personnellement, la founder, j'ai à y trouver pour être motivée sur la durée? Faut pas faire que des Absolument. choses parce que tu sens que c'est bien d'un point de vue business. Après, est-ce que c'est bon pour mon business? Et puis, est-ce que c'est bon pour mes clients? Donc, pour les clients, on a vu que c'était une tendance, donc j'avais envie de leur offrir ce nouveau format. Donc ça, c'est bon. Moi, j'avais vraiment envie de level up aussi mon entourage parce que j'ai beaucoup de freelance super brillants dans mon entourage proche, mais moins de solopreneurs qui ont fait 500 000 comme je voudrais faire cette année ou plus. Et je me suis dit, bon, bah, faut que j'aille les chercher. Donc, c'est pour ça que je vous ai proposé de rejoindre l'émission. Et puis le troisième sujet, c'était YouTube. Et quand on est podcasteur, qu'on a commencé avec le podcast audio, on se rend bien compte qu'il y a une mouvance importante avec YouTube. Et pour mon funnel d'acquisition, ça me semblait indispensable de diversifier un petit peu parce que mon seul funnel d'acquisition vers le podcast, c'était LinkedIn.
Et LinkedIn, on a constaté, je sais pas si tu en as parlé avec tes experts, que le reach commençait à baisser. Là, ça y est, c'était plus trop la fête, etc. Donc, c'est ça qui m'a orientée Quand à aller c'était vers. supposé la ruée vers l'or, LinkedIn, pendant comme ben, des années peut-être, je dirais. Ben, C'est comme ça. tout, comme n'importe quel média social, finalement. Au début, c'est tout le temps ça. Il y a moins d'annonceurs, il y a moins de compétition. LinkedIn, ça a tout le temps été. Il y a peu de personnes qui postent, beaucoup de personnes qui commentent, mais éventuellement, ben, plus il y a de coachs LinkedIn, plus il y a de gens qui postent. Fait que c'est ça qui arrive, tu sais. Et c'est ça. Et YouTube, en fait, moi, je voulais y aller, mais j'y suis allée avec tu vois, avec mes visios toutes pourries, on est en pyjama, on enregistre des épisodes chacun chez nous. C'était pas très cinématographique, c'était pas très bien pensé pour YouTube, en fait, mon podcast. Il est Mm. super, mais il est court, il est pas adapté à YouTube. Donc je me suis dit: «Faut que je crée un tout nouveau format, from scratch pour YouTube». Donc en gros, la stratégie YouTube first qu'on commence à voir chez les podcasteurs, qui ensuite vont utiliser, bah, l'audio de YouTube pour faire un podcast. Ça marche mieux dans ce sens-là, en fait, que dans le sens inverse. Puis c'est ironique parce que moi, je suis de l'école Mary Forleo quand j'ai commencé en business, tu sais. Puis, dans les contenus qu'elle faisait, c'était du contenu vidéo. À chaque semaine, à chaque mardi, il y avait un nouveau vidéo sur son site web. Elle faisait pas vraiment d'articles de blog ou peut-être que tu avais comme un espèce de résumé avant, summary. C'était une vidéo, mais c'était pas dans l'objectif que ce soit YouTube spécifiquement, right? Mmh. C'était sur son site. Je remonte en 2012, pendant plusieurs années, ceux qui ont suivi après. Et plus tard, elle a lancé un podcast qui était pas du nouveau contenu, qui était, comme tu l'as mentionné, exactement le même. Genre, elle prenait l'audio de la vidéo, puis elle mettait ça sur. Puis pendant plusieurs. En fait, je me suis toujours posé la question, est-ce que les gens. Si les gens ont l'opportunité d'aller vidéo, pourquoi est-ce qu'ils écouteraient l'audio? Tu sais, il manque un aspect. En même temps, je pense que ça répond à différents besoins aussi. Fait que, tu sais, c'est pas une nouvelle stratégie per se. Je Mmh. pense qu'éventuellement, on a perdu quelque part la pas l'intérêt pour la vidéo, parce que je pense que ça a toujours été là, mais je pense que c'était, hey, on va essayer de faire les choses from scratch. On n'a pas besoin d'en faire trop. C'est beaucoup faire de la vidéo. Est-ce que toi, c'était une de tes peurs, justement, de te lancer là-dedans? Parce que personnellement, moi, la production et les coûts qui sont liés, c'est un géant frein. Là. Ah, mais c'est un frein pour énormément de monde et puis ça coûte plus cher, hein. Moi, ça me coûtait Mm. 60 € de mixer un épisode audio. Après, ça m'a coûté, 200 € de faire une simili vidéo YouTube et là, on va te parler des prix. Là, je suis plus à, 5 000 € l'épisode, donc ça n'a Right. rien à voir en termes de super production. Alors, je pense que tu es pas obligé d'aller all-in là-dedans, mais oui, oui, clairement, moi, c'était un frein et néanmoins, ce qui m'a motivée aussi, c'est, quelle sorte de clientèle j'allais pouvoir trouver. Parce que ça, c'est mon dernier objectif, c'était diversifier un tout petit peu. Moi, dans mon écosystème, il y a beaucoup de freelance tech, qui sont plus des mecs, qui sont peut-être plus jeunes aussi et ceux-là, ils c'était très YouTube aussi, hein. Donc je me Mhm. disais: «Tiens, pour capter cette population, que j'adore, aider à scaler, peut-être qu'il faut que j'aille sur ce format-là». Donc tu vois aussi des fois, pour chercher un certain style de personne, il faut savoir, prendre un risque ou changer de format, même si nous, on n'est pas à l'aise dedans au début. Est-ce que pour toi, c'est ou c'est peut-être une hypothèse en ce moment parce que bon, tu peut-être pas la data encore, mais je me pose la question, quand on passe d'animatrice solo de son propre podcast ou c'est toi qui contrôles le contenu, tu disais que ton podcast avant était plus sérieux, tu donnais des trucs, ainsi de suite, si tu mets de l'avant ton expertise spécifique. Quand tu te quand tu transitionnes et tu deviens animatrice, ce qui est un peu ton rôle aussi dans Solo Nation, tu donnes de ton avis, c'est pas que les autres, mais reste que tu deviens plus animatrice. Est-ce que le retour sur investissement d'aller chercher des clients est plus direct et plus facile? Parce que finalement, c'est plus toi qui es mise à l'avant tant que ça, c'est nous, c'est les autres experts. Donc, comment est-ce que le lien se fait entre ton objectif d'aller chercher plus de clients puis ton rôle d'animatrice? Je pense qu'il y a un peu, du positif et du négatif, mais un peu comme les podcasteurs qui font des interviews. Il faut pas non plus faire que des interviews où tu donnes pas ton avis, il faut aussi faire du solo cast si tu veux Mhm. montrer ton expertise de coach ou de formateur parce que souvent moi mes épisodes solo, ils étaient presque plus écoutés et c'est là que Ah ça ouais. ancrait souvent des décisions, d'achat ou de transformation. Donc, moi, j'ai quand même gardé des solo-casts. Ça sera pas 100% de mon podcast qui est transformé. Tu vois, j'ai quand même gardé le nom. J'héberge cette nouvelle émission au sein de mon podcast, mais c'est une semaine Right. sur deux. Et d'ailleurs, j'ai un peu changé la ligne édito pour que les autres semaines, ça soit aussi des solos où je puisse avoir le temps d'aller un peu plus en profondeur, un peu plus dans le détail dans les sujets. Mais quand je te disais le plus et le moins, c'est que il y a quand même un énorme plus, c'est que je m'entoure de personnes qui sont super. Donc, par effet de halo, je Mm. bénéficie
Même Oui. si j'étais complètement nulle, je bénéficierais de cet entourage, tu vois? Et les gens se diraient: «Ah ouais, donc Flavie, elle fait partie de ce groupe-là». Donc je profite quand même de votre, crédibilité aussi. Donc même si je peux peut-être un peu en dire moins, en même temps, je suis avec vous, je suis quand même à la table de la conversation. Donc pour moi, c'est clairement un point positif. Je trouve ça intéressant aussi comment tu as vu ton podcast à la base, le board, comme un média au lieu d'être comme une finalité. Dans le sens où le podcast lui-même devient, ben là, on peut faire différents trucs. Un peu comme quand tu écoutes une chaîne à la télévision. Nous, on a TVA, on a, je sais, vous avez France quelque chose, il y a un chiffre à la fin. Peu importe. Tout ça pour dire qu'il y a différentes émissions en même ça. Il y a une ligne éditoriale, il y a quand même des valeurs associées à une chaîne en général, mais une semaine sur deux, bon, c'est sûr qu'évidemment, on peut pas avoir exactement la même fréquence de contenu qu'une chaîne de télé. Mais tout ça pour dire que tu peux avoir certains shows qui ont une identité qui est plus spécifique finalement à un projet sans nécessairement faire transitionner l'entièreté de ton contenu. Est-ce que tu avais vu ça ailleurs ou est-ce que tu t'as littéralement imaginé ça? Écoute, depuis le début, j'ai vraiment pensé mon podcast comme un show un peu communautaire parce que moi, je mettais beaucoup en avant, les invités. C'était pas forcément des Mhm. stars, mais ils avaient des choses à dire et je voulais que les gens puissent répondre aux invités, leur poser des questions. Donc il y a tout ce côté communautaire donc voilà. Moi, j'aimerais bien plus tard, potentiellement, je l'exclus pas, que ce soit d'autres animateurs qui reprennent la marque du board et qui nous fassent des verticales. Parce que, par exemple, moi, je parle de solopreneur, mais j'ai pas le temps maintenant de parler du freelance débutant, tu vois? Mais ça Mhm. mériterait, un podcast entier. En fait, il y a plein de sous-verticales dans nos sujets. On pourrait en parler pendant des heures et je trouve que YouTube permet bien ça parce que d'ailleurs, tu vois, les chaînes YouTube, il y a plusieurs émissions, il y a plusieurs types de vidéos, donc on voit que c'est presque un peu comme les chaînes de médias ou de télé dont tu parles. C'est un peu plus permissif sur ça. C'est vrai, effectivement. C'était quoi tes ambitions initiales pour ce projet-là? Puis est-ce que ça a évolué depuis le lancement du show aussi? Alors, hem, au départ, donc déjà, j'avais vraiment envie d'avoir cet entourage, donc ça, c'est un objectif qui est déjà atteint. Ensuite, je Check. m'étais dit, j'avais fait un petit calcul quand même parce que moi, j'aime bien les calculs de ROI. Enfin, je conseille Mhm. souvent aux gens de faire ça, retour, sur investissement. Je m'étais dit: «Il faut quand même que si je mets, un certain moyen, ça soit au moins rentabilisé». C'est-à-dire que j'ai calculé un budget et après, ce budget, je me suis dit: «Bon, bah, comment je peux gagner de l'argent en face pour que ça soit rentable?» Donc il y a 2 possibilités. Ou bien, le sponsoring qui est rapide parce qu'en fait, on a l'argent, assez rapidement, le temps de négocier le sponsoring ou la vente de produits dérivés et alors sur ce deuxième paramètre-là, je me suis dit: «Écoute, ça sera du bonus» parce que je sais que ça met du temps aussi d'installer une émission et tout. J'ai mes produits qui tournent, mon incubateur solopreneur, donc ça fonctionne, ça change pas trop. Je me doute bien que ça va m'amener des leads, mais je me suis pas mis un énorme objectif. Je me suis dit: «Là, ce qu'il faut que je trouve, c'est à peu près 120 000 € de sponsors pour cette nouvelle émission». Donc Oui, c'est la source que j'ai choisie de monétisation parce que je sais qu'on a plus de contrôle rapidement sur cette source-là, parce que c'est de la prospection, parce que c'est du B2B. Je sais que ça fait peur aux gens, mais finalement, souvent, c'est plus facile d'aller prendre 20 000 € à un sponsor que de faire 20 000 € de vente d'un produit à 400 €. OK. Déjà, on va disséquer le 120 000 € parce que je veux savoir comment est-ce que tu en es arrivé à ce chiffre-là. Puis je veux aussi que les gens qui écoutent voient la réalité de qu'est-ce que ça coûte produire un show comme ça. Là, tu parles une saison, un épisode sur deux. Il y a combien d'épisodes est-ce que tu prévois pour cette année, pour cette 24 saison-ci? épisodes. Donc 24, comme littéralement une demi-année. Donc tu as 24 épisodes, tu as parlé de 5 000 $ par épisode. Peux-tu nous walk through comment est-ce que ça coûte 5 000, ben c'est pas 5 000 $, pardon, c'est 5 000 €. C'est encore pire. Par épisode, Alors, je vais te balayer un petit peu les trucs, puis je vais s'il vous te donner plaît. des conseils pour, mesurer. En fait, moi, ce que je fais, c'est tout con, mais j'avais pas pensé au début en solopreneur. Je le faisais beaucoup en entreprise. Bah, je fais un budget. Tu sais, Tout on simplement. oublie à force de faire les trucs de notre vie d'avant. Donc j'ai listé, tout ce qu'il fallait que j'imagine comme coût. Je me suis fait aider un peu de ChatGPT, genre, je lui ai dit, «À ton avis, ça coûte combien? Qu'est-ce que Ben oui. j'oublie comme, charge? C'est quoi les prix pour un studio?» blabla. Bon, il est un peu pénible parce qu'il est vraiment genre, heu, il a pas trop d'avis tranchés, quoi. Il va toujours te donner une option Non, basse, une option haute, c'est une très option yes moyenne. man, ChatGPT. C'est ça. C'est comme, oui, oui, t'es belle, t'es bonne, t'es capable, vas-y. Je fais comme, oui, non, mais je veux, dis-moi le contraire, challenge-moi, s'il te plaît.
Ouais, il me dit en gros: «Bah, ton truc, ça peut coûter entre 500 et 10 000 € par épisode». Bon, bah, oui, Ah ben merci, merci. I know. Donc effectivement, on peut faire ça très cheap avec vraiment de la location de studio à l'heure, dans un décor standardisé, un montage standardisé et tout. Moi, j'ai quand même pris une option un peu plus premium, hein, pour expliquer aux gens. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un studio dans lequel je pouvais mettre mon propre, décor. Et j'ai choisi, de mettre le paquet aussi sur le montage en vue de faire beaucoup de promotion, des épisodes, donc beaucoup de vidéos short et ça rajoute au prix de montage. Ensuite, on est 4 par émission, donc ça rajoute à la complexité logistique, donc faut payer aussi un petit peu, des billets d'avion, des choses comme ça. Je voulais aussi mettre le paquet sur l'image qu'allait renvoyer l'émission et notamment que les stars que vous êtes aient envie de partager, l'émission. Parce que moi, je suis quand même plus petite que vous, donc par exemple, j'ai pris des maquilleurs, et un photographe professionnel pour chaque plateau parce que je trouve ça classe que quand tu fais le voyage, toi, depuis Montréal, beh, tu repars avec dans ta valise, tu es belle sur les photos, tu es bien dans l'émission, tu te sens à l'aise pour partager. Parce que moi, j'ai aussi fait des podcasts où franchement, j'avais pas trop envie de partager la vidéo parce que, je sais pas, j'étais moche ou alors le Oui. podcast était moche. Donc je sais pas, ça compte pour moi. Donc ça a rajouté un petit peu au prix et hem et donc, chemin faisant, alors je me suis un petit peu formée aussi, j'ai pris des better call, donc des conseils à l'heure, consulting à l'heure, à l'unité, avec des personnes spécialisées en YouTube ou spécialisées dans ce genre de médias ou qui ont déjà fait des émissions comme ça. J'ai pris, la direction artistique aussi, ça m'a coûté 4 000 € pour faire une identité graphique tout autour de l'émission, parce que je trouve que c'est important. Dans mon concept, en tout cas, c'était important qu'on puisse s'identifier. Donc, la logique de nation, c'est-à-dire qu'on se sent tout seul derrière Mmh. son ordi, mais en fait, non, on est toute une nation pirate. Donc, on a évoqué l'idée du drapeau. Donc, tu vois, on a tiré les choses assez loin. Et je trouve que pareil, pour l'imaginaire, c'est important. Voilà et chemin faisant alors attends, je suis en train de regarder toutes mes, et alors, important, je me suis quand même rajouté une petite pocket. Donc ça, je vous conseille aussi. Donc en gros, j'ai annoncé sur LinkedIn que ça me coûtait 136 000 €. Mais je me suis réservé 2 petits réservoirs à catastrophe si jamais il y a besoin. Mmh. Donc déjà, j'avais mis 25 000 € de rémunération pour mon entreprise, parce que quand même je passe un temps fou sur l'émission, donc on va dire, tu vois? Je pense que je vais pas me payer en fait, cette année parce que j'aurai peut-être pas les sponsors nin nin, mais au moins tu vois, ça me fait, un petit trou en moins dans la trésor à la fin d'année et puis j'ai réservé aussi une petite pocket, pour, je sais pas moi, faire de la pub, du community management et cetera, si jamais j'ai pas le temps de le faire moi. Donc tu vois, j'ai Oui. quand même un petit peu gonflé le budget, donc ça je vous conseille aussi si vous faites votre liste, vous mettez toujours 20 ou 30 en plus pour pas avoir de problème. Imagine un jour on arrive, je sais pas, il y a une grève à Paris, il y a pas le tournage, on doit le refaire. Je vais devoir tout repayer une deuxième fois, donc ça va être galère et hem et voilà et donc studio, à peu près ça me coûte 900 € la demi-journée avec un réalisateur sur place, un décor, personnalisé et cetera. Le montage, c'est quand même ce qui coûte le plus cher parce qu'en gros, ça me coûte à peu près 1 000 € de montage par émission parce que c'est très long à monter et il y a 20 ou 25 shorts par émission plus un teaser. Donc voilà, je sais pas si tu avais besoin d'autres chiffres un peu qu'on ait en tête le Écoute, tout? non, ben écoute, t'es allé pas mal deep. Au pire, c'est dans au fur et à mesure de la conversation, je te posais la question, mais en fait, je me posais il y a plusieurs de mes questions que tu as répondu à travers cette réponse-là, mais il y en a une que je voulais qu'on creuse un petit peu parce que tu as mentionné justement que tu pensais pas nécessairement te payer pour cette première année-là. Est-ce que l'ambition, c'est de le faire assez longtemps qu'éventuellement ça grossit et que ça devient ton salaire à la limite? Parce que tu l'as mentionné, c'est beaucoup d'efforts pour ça. C'est toi, de ton côté, qui en ce moment investis le temps, l'énergie, beaucoup de l'argent aussi, tant que les sponsors ont pas signé nécessairement. Comment est-ce que tu gères ce stress ajouté-là dans ton horaire puis dans ta production aussi, mine de rien? C'est super question parce qu'en plus j'ai trop rigolé parce que genre, quand j'ai posté le truc sur LinkedIn, j'ai un pote start-upper qui m'a dit, en gros, il m'a dit n'importe quoi. Enfin, sous-entendu, «Tu complètement folle». Parce que je disais: «Est-ce que vous pensez que c'est un bon pari ou je suis complètement folle?» Et en fait, je comprends sa réaction parce que n'importe qui, à court terme, tu dis: «Je mets 120 000 € sur la table pour faire une émission YouTube», se dit: «Mais elle est complètement folle dingue» et c'est vrai que pendant 5 ans, j'ai pas du tout fait ça. J'ai fait un podcast gratuit en pyjama dans mon Mmh. salon, donc il y a pas du tout besoin de mettre autant d'argent. Sauf que
penser très long terme. Moi, peut-être mon prochain cycle de mes 5 prochaines années, j'ai le temps de faire grossir une nouvelle émission et je sais maintenant combien ça m'a rapporté d'avoir investi à fond perdu au début du temps, surtout dans mon média, puisque c'est ça qui m'a permis d'avoir un business à entre 300 et 500 000 par an, complètement dérivé de mon podcast. Donc vraiment, je suis quasiment sûre que ça va être un bon pari à long terme. Mais c'est vrai que la première année, elle fait un petit peu mal. Heu, Moi, je me rémunère avec mon entreprise, donc t'inquiète pas, j'ai quand même prévu, je me suis pas paupérisée sur le truc et normalement, je vais quand même aussi avoir des leads pour mon activité, donc ça doit contribuer à m'amener des 320 000 € aux 500 000 €. Et j'ai réfléchi, ou si je pourrais mettre cet argent ailleurs aussi, je pourrais le mettre en publicité par Mmh. exemple, vers mes produits qui sont en partie automatisés. Et je pense que ça serait un bon parti pris. Rapidement, je pourrais gagner plus d'argent avec, sauf que, tu vois, moi, je réfléchis vraiment en termes de construction d'actifs. Et je sais qu'une émission comme Solo Nation, ça va prendre, ça va marcher, etc. Demain, ça sera un actif qui me rémunérera. Là où si je mettais 120 000 € d'ads, Facebook, Insta, etc., ben, je les reverrai plus jamais, les 120 000 €. Et l'année prochaine, pour faire le même chiffre, je devrais faire quoi, 150 000 €, 200 000 €. Donc, tu vois, c'est vraiment un peu l'histoire d'un investissement qui va durer et qui doit me faire un reward à un moment, mais pas forcément à l'instant T. Est-ce que, tu as décidé de prendre cette décision-là financière aussi? C'est évidemment, c'est une décision de projet, mais c'est une décision financière parce que tu étais dans une position, où tes besoins, ton salaire était déjà couvert, puis à partir de ce moment-là, voilà. Puis parce que je te vois dire oui, mais c'est parce que je pense que c'est ça aussi l'important, c'est que je pense que quand tu fais pas nécessairement encore les revenus que tu voudrais, d'aller investir dans un projet qui est très long terme comme ça, c'est là où ça peut être beaucoup plus un risque parce que tu vas mettre les Mmh. efforts, tu vas investir beaucoup de ton argent, puis ça veut pas dire que ça va jamais rapporter, c'est juste qu'il va falloir que tu sois patient puis que tu te serres la ceinture un petit peu plus longtemps. Est-ce que tu Alors, es du même avis? tu as tout à fait raison et moi, c'est parce que maintenant j'ai de la traction sur mes produits et ils sont en place. Donc je sais que je peux faire un pari plus long terme. J'aurais jamais fait ça sans savoir qui était mon persona, Right. qu'est-ce qu'il peut m'acheter. Donc clairement, je suis pas en risque. Ensuite, tout est, annulable. C'est-à-dire si demain je coupe parce que j'en ai marre ou je sais pas, je me rends compte que je fais, pas du tout, les 5 000 vues par émission que j'ai prévu, mais j'en fais genre 2. Bah, Oui. OK, au revoir, ciao, bye bye. C'est aussi ça le solopreneur, on bosse avec des freelances, enfin, tu vois, j'ai pas un salarié qui me fait tout ça, donc Non, mais tu as je des pense qu'il sponsors. faut savoir prendre le risque aussi de se dire: «Bon, bah, c'est pas grave». L'argent, je l'ai pas sorti à l'avance aussi, tu vois? Je vais le sortir tournage après tournage. Of course, mais tu as des sponsors. Au fur et à mesure que tu bookes des sponsors, il y a un engagement dans le temps aussi que tu as pris, Oui. dans le sens où eux autres, ils s'attendent à une certaine forme de visibilité. Fait que oui et non. Genre, tu peux pas juste tirer la plug n'importe quand, right? Alors le sponsor, pardon, le sponsoring, ça, c'est vraiment le truc le plus stressant, en fait, et d'ailleurs, en plus, j'ai fait des erreurs sur cette émission. On peut peut-être les partager. Ouh, spill that tea! En fait, moi, j'ai l'habitude quand même de sponsoriser parce que, bah, j'avais gagné l'année dernière avec le board 50 000 € de sponsors pour mon émission, enfin, pour mon podcast. Donc je savais que je pouvais gagner au moins plus, enfin, autant, voire plus. Tu vois, j'avais aussi un ordre de grandeur, ça m'a aidé ça. Donc bon, je me dis 120 000 € pour une super émission avec une nouvelle audience et tout, YouTube, qualité, les superstars, c'est bon, ça va le faire. Et en fait, là où je me suis trompée, c'est que déjà, en fait, j'avais un partenaire historique avec qui je collaborais sur le board, qui m'a quasiment dit oui. Et moi, j'y suis allée un peu trop à la confiance, quoi. J'ai dit: «Bon, bah, c'est bon». Donc j'ai pas cherché de plan B ou de plan C, D, E et contrairement à ce que je fais à chaque fois, tu vois? Et en fait, à la dernière minute, le sponsor, et c'est bien normal, en fait, je critique pas, m'a dit: «Bah, en fait, c'est un peu beaucoup pour nous, 120. Est-ce qu'on peut couper, 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 couper?» À la fin, c'était en mode: «Bon, bah, j'attends de voir le pilote et tout». Bon, je lui en veux pas parce que c'est de bonne guerre, mais c'est moi qui ai été bête, j'aurais dû anticiper. Donc, sachant que j'avais cherché ce sponsor-là avant même, au moment où je cherchais aussi le casting. Donc, tu vois, le bon moment pour sponsoriser une émission, c'est vraiment quand elle n'existe pas. Parce qu'en fait, c'est plus facile de vendre un truc où on sait à peu près ce que ça va donner, et c'est pas encore sorti, mais sur le papier, c'est plus facile à vendre que quand il y a les premiers épisodes. Parce que imagine que je sorte le premier épisode et qu'il marche pas. Tu vois, Ouais. ça aurait pu aussi me planter tous mes sponsorings. Alors heureusement, le premier épisode a très bien marché. Il a fait 2 500 vues, sur un objectif de 5 000 à terme.
Tu vois, pour une toute nouvelle émission, c'est déjà beaucoup. Ça va continuer à prendre des vues. Mais vraiment, j'ai pris un gros risque. Vaut mieux sponsoriser sur pitch, en fait. Mais comment est-ce que tu justifies ce statement-là? Genre, en tant que sponsor dans ma tête, je suis genre, ben, j'ai pas de preuve que ça va fonctionner. Pourquoi je te donnerais de l'argent? Alors, en fait, c'est un faisceau. Donc moi, comment je construis mon approche? Premièrement, j'avais repéré des concurrents qui faisaient des émissions similaires. Donc, tu vois, j'avais dit, bah là, il y a une question d'urgence hein, quand il y a un concurrent qui sponsorise un show du même style et que voilà, tu vas te faire piquer tes clients, voilà. Ensuite, j'avais quand même mon podcast qui parlait pour moi, avec mes datas d'avant. Donc, ils se doutent bien que quand tu lances un nouveau truc, si tu es déjà un podcasteur expérimenté, ça marche. Et j'avais estimé un reach potentiel. Alors, c'est là qu'il faut être attentif. Il faut se dire, bon, ben, je vais sortir 20 posts avec 20 reels, nanana, combien ça va m'amener? Et donc, moi, ça m'amenait à peu près à 1 million de visibilité sur l'émission par mois, ce qui est quand même beaucoup. Et donc, c'est ça que j'ai vendu. Et évidemment, si tu vends sur plan, tu vends moins cher que si tu vends une fois que ça marchera. Donc, en gros, je dis, bah, c'est prix coûtant, 120 000 euros pour l'année. Par contre, vous serez sponsor premium. Attends, quand tu dis on va prix plein de coûtant, trucs là, en on plus. parle du cost. Là. Genre, ton émission, toi, tu as Ouais. estimé que ça allait te coûter 120 000. Si tu as 120 000 de sponsor, tu es even. Tu n'as pas, t'as pas de salaire. Tu as ta pocket, là, mais tu C'est ça. n'as pas de salaire that's it. Mais à partir du moment où ça commence à pogner, là, après ça, je vais augmenter mes coûts parce que là, c'est justifié. C'est ça que tu veux dire. Exactement. Et en fait, celui qui se réveillera le plus tard en sponsoring, il paiera plus cher. C'est exactement Fair comme ça que enough. ça se passe. Toujours les early birds, y compris en Get the spectacle. worm. Tu vois, on fait plus de choses en fait pour eux. Donc écoute, c'est comme ça. Donc là maintenant, du coup aussi, je me suis rendu compte d'un deuxième problème, c'est que j'avais visé que la France. Et en fait, je suis bête parce que mon concept, il est francophonie. En fait, je pouvais viser des marques plus grosses. Sauf que, donc là, j'ai attaqué maintenant, avec mon retour d'expérience, j'ai attaqué les marques américaines pour sponsoriser, je sais pas moi, des trucs genre ConvertKit et tout ça. Sauf que ça, c'est un public que je connais moins. La France, je connais quasiment tout le monde. L'international, alors vas-y, faut que je trouve sur LinkedIn qui c'est qui s'occupe dans le monde du marché EMEA, etc. Bon, bref. Donc, ça me prend plus de temps. Mais si ça marche, et peut-être au moins, je serai prête pour la deuxième année, tu vois. Je me dis que, en fait, c'est jamais du temps perdu de contacter des sponsors, vu que de toute façon, au pire, ils pourront sponsoriser le board. Enfin, tu vois, c'est vraiment une pierre deux coups. Pour moi, c'est un investissement aussi de bien connaître les bonnes personnes clés dans l'écosystème, même si ça marche pas au premier épisode. Enfin, troisième idée. Donc, j'ai quand même proposé des sponsorings aussi à l'émission. Donc, un peu moins cher, avec des invités, etc. que je Tu veux dire connaissais. versus à la saison. Tu veux dire Voilà. plus comme à la piece. OK, ouais. Parce que je voyais le temps qui arrivait, je me dis, bon, bah, je vais pas y arriver hein, pour la saison. 120 000 euros, ça se décide pas comme ça. Donc, j'ai splitté et ça me fait 6 000 euros l'émission. 6 000 euros, c'est jouable. Avec d'autres choses à côté, c'est des choses que j'ai déjà négociées. Voilà. Et surtout, bah, j'ai remis la prospection au top de mes priorités. Parce que quand on lance une émission, il y a aussi ce côté, attention à pas passer trop de temps sur l'éditorial, tout ça. C'est vrai que c'est passionnant, qu'on pourrait passer un temps infini, mais derrière, il faut penser à la promotion, penser à la sponsorisation et penser à la vente aussi, parce que deuxième erreur que j'ai commise, en janvier, j'ai quand même vraiment beaucoup bossé sur l'émission parce que je me disais, je veux que ça soit bien. J'ai un peu oublié de vendre mes produits par ailleurs qui tournaient pas complètement tout seul. Pour te dire une blague, c'est que j'avais organisé une masterclass pour vendre mon produit salarié diversifié. Je fais la masterclass, ça se passe hyper bien. Et ben après, j'ai oublié d'envoyer tous les mails parce que j'étais occupée à faire What? mon émission. Oh Du non! coup, je te jure, Oh, le j'avais envoyé malaise! un mail 1 semaine et demie après en mode oh désolé, je vous ai oublié, coucou. Bon, j'ai rattrapé un peu le coup, mais c'était pas ouf quoi. Right. Écoute, je veux qu'on creuse aussi. Là, tu as parlé de comment est-ce que tu as chiffré combien est-ce que ça allait coûter par épisode. Tu m'as dit que le coût coûte 5 000 euros. On l'a mis à 6 000. Comment est-ce que tu justifies à la limite le 6 000? Parce que je pense qu'il y a pour beaucoup de personnes qui ont des podcasts qui peuvent dire hey, je veux être sponsored. On n'a pas nécessairement l'entièreté de ces coûts-là. Genre, tu sais, on fait pas nécessairement pro, on le fait comme on est en train de le faire en ce moment. À la maison, on paye Riverside, on paye, tu sais, quelques trucs seulement.
Puis on se dit, ben, comment est-ce que je peux charger ce montant-là? Est-ce que c'est justifiable? Parce que dans le fond, là, tu demandes à un sponsor de payer tes dépenses, puis tu as Mmh. 1 000 $ ou 1 000 € dans ce cas-ci de sponsoring pour vrai qui est par rapport à la visibilité. Genre, je te charge la différence à peu près. Trouver Mmh. son coût, ça peut être complexe quand on n'a pas des coûts très élevés. Est-ce que tu as des formules par rapport à ça? Est-ce que moi, à l'époque, puis je dis à l'époque, je te parle la seule et unique fois où j'étais dans une conférence de podcasting, je pense que c'était en 2017, 2016, quelque chose comme ça. Puis on parlait justement des coûts par du CPM, puis est-ce que Mmh. c'est des pre-roll, mid-roll, tu sais, je veux dire, où est-ce que tu positionnes la pub? Mais là, j'ai été dans un de tes épisodes, en fait, 3 de des épisodes, puis qu'est-ce qui a été mentionné par rapport aux sponsors? C'est une section d'à peu près, je sais pas, 30 secondes au début, puis c'est pas mal tout. Fait que là, est-ce que tu me dis que c'est ce 1 000 € là, I guess, de sponsoring qui est extra on top of on couvre les dépenses, justifie les 30 secondes? Genre, c'est quoi Mmh. l'entièreté? Je sais que c'est une géante question que je viens de te poser. C'est quoi l'entièreté? Est-ce que tu vas offrir aux sponsors pour justifier le prix, tu sais? Mmh. Je vais te laisser Alors, répondre à chaque morceau que ça te tente de répondre pour l'instant. c'est bien, je me suis fait ma petite liste pour rien oublier. Mais j'ai une Alors chance déjà, parce que j'en ai mis beaucoup. tu as raison, c'est une très mauvaise façon de faire, de dire: «Mon émission coûte 5 000, je le mets à 6 000», parce que le sponsor, il s'en fout. Il a Mhm. pas à couvrir tes frais si ça lui rapporte pas de clients. Donc, bon, quand même, moi, je fais ça à peu près pour m'y retrouver et après, je vais chercher tout ce que je peux faire pour justifier la valeur des 6 000. Donc là, je vais en rajouter dans la balance. Donc, premièrement, déjà, il faut vraiment choisir un sponsor qui a une grosse, lifetime value, c'est-à-dire, en gros, si je signe un client ou 2 grâce à toi, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? La Mm. lifetime value, donc c'est genre un comptable pour solopreneurs, une banque, des choses comme ça. Parce que si tu vends un produit à 5 €, bah, c'est sûr que c'est pas jamais ça sera rentable de faire un sponsoring à 6 000 €, alors qu'il y a Dans que le fond, 5 000 qui juste pour clarifier, tu veux le lifetime value, c'est pour pour le lui, client, pour, pour pour ton le sponsor. sponsor. OK, exactement. Donc, lui, si tu me dis, si je te paye 6 000, puis mon produit en général, il me coûte 3, puis j'en signe 2, on est correct. Retour sur investissement, Exactement. ou even. Donc Got it. plutôt quand même signer en gros des produits, à forte valeur ajoutée qui cherchent un public très, très niché. Parce que moi, la deuxième force de mon concept, c'est pas, le nombre, c'est la qualité. C'est que Mhm. 100 des gens vont être, indépendants. Donc, je sais pas à combien ils gagnent quand ils font une ouverture de société, plus une banque, plus la comptabilité, pendant 5 ans, d'un freelance. Mais je pense que on est vraiment dans des ordres de grandeur comme ça. Donc si tu arrives Mhm. à leur prouver que ça sera vite rentabilisé, c'est bon. Deuxième idée, donc, j'ai vraiment essayé de faire une offre la plus complète possible. Donc on a pré-roll, Mhm. host-read, donc c'est moi qui explique pourquoi, j'aime bien la marque. Ensuite, on a mid-roll, donc un petit, B-roll qu'on va pouvoir mettre au milieu de la vidéo pour, détailler le produit. On a des chroniques qui pourraient aussi être, sponsorisées. Par exemple, la chronique, «Qui veut du CA?», je l'avais pensé comme ça aussi, voilà, donc là, on peut refaire un petit coup sur le sponsor si on en a un. J'ai, tout mon aussi donc là, c'est densifier le truc, en fait, parce qu'évidemment, si tu parles 5 secondes du sponsor et que tu t'en fous, faut quand même un peu s'engager pour signer des sponsorings qui fonctionnent. Il faut que vous soyez quand même fair avec votre sponsor. Troisième idée, le pack. Donc moi, j'utilise tout mon média et pas que YouTube, sinon je serais très, très faible parce qu'évidemment, en youtubeuse, je vaux très peu, entre guillemets. Mais comme Mhm. j'ai mon autorité sur LinkedIn, mes 30 000 abonnés, Top Voice, ma newsletter avec 8 000 abonnés, etc., que j'ai construit, tout ça, ça fait un truc un peu holistique où là, ça devient d'un coup intéressant de sponsoriser. Donc j'ai bien intégré tout ça dans le dispositif. Voilà et du coup mon autorité aussi. Parce que ce qu'oublient les podcasteurs, c'est qu'ils pensent qu'à au nombre d'écoutes. Mais si tu es la seule, podcasteuse, je sais pas moi, en Belgique à avoir, un podcast sur les dentistes, bah, tu es Mhm. l'autorité en fait, podcastique des dentistes. Donc tu vois, cette autorité, elle a un prix aussi. C'est pas juste une pub qu'on passe, tu sais, en pré-roll, c'est vraiment toi qui prends la parole, toi qui vas parler de la marque. Donc je pense qu'il faut l'utiliser. Voilà, qu'est-ce que je pouvais te dire d'autre? Voilà à quoi je pense en tout cas pour négocier, de mon côté sur les sponsors et du volume, du volume, du volume, du volume parce que
plus tu prospectes de sponsors, plus tu vas faire jouer la concurrence aussi. Donc, si personne, enfin, tu vois, il y a des gens qui seraient pas intéressés. Alors, faire jouer la concurrence, ça veut dire que s'il y a 4 banques sur le marché français euh, et qu'il y en a 2 qui se tirent la bourre sur le marché des indépendants, bah, c'est bien de dire bah, en fait, je suis en discussion avec vos concurrents. Donc, voilà, ils sont Ouais. intéressés. Je ne sais pas trop quand, mais ça va arriver. Donc, c'est un peu premier arrivé, premier servi aussi. Il y a pas de raison qu'il y ait que les entreprises qui nous mettent en concurrence, nous, les podcasteurs et les influenceurs. Bah, nous aussi, on a un timing. Et ben, le premier qui prendra l'émission, il aura un gros marché que l'autre n'aura pas. Effectivement. Comment est-ce que tu vois les gens qui, justement, ils sont intéressés par le sponsor, mais je pense qu'il y a un aspect mindset aussi de genre, je pense pas que je vaux ça, puis on a tendance à vouloir en rajouter, puis en rajouter, puis en rajouter pour être capable de justifier le prix. Tu sais, là, oui, tu l'as mentionné tantôt, les sponsors, eux autres, ils s'en contre-crissent là, que de payer tes frais, de comment est-ce que ça va coûter. En même temps, le frais les frais que tu engendres spécifiquement pour ton podcast créent de la qualité pour le podcast qui C'est ça. créent une meilleure potentiellement visibilité pour leur marque aussi. Donc, tu sais, Mm. il faut que tu joues un peu plus sur genre, ouais, mais mon studio, il me coûte ça versus, oui, mais parce qu'on a le studio, tu sais, ça coûte ça. Tout ça étant dit, j'en reviens à l'aspect un peu mindset où, tu sais, on veut en rajouter. Puis moi, je pense que c'est dans les erreurs que j'ai fait aussi potentiellement, pas pour le podcast, j'ai jamais eu de sponsor pour le podcast, mais potentiellement pour le Gala Elevate, puis tu sais, de vouloir en rajouter parce que tu te dis, c'est un nouvel événement, il y a pas, malgré le fait que, bon, évidemment, il y a quand même il y avait une réputation à mon événement catching et tout, mais l'événement en personne, lui, il y avait pas il y avait pas, tu sais, il y avait pas d'expérience et tout. Fait que là, tu as tendance à vouloir en rajouter. Puis là, on va mettre ton nom ici, puis on va mettre ton nom là, puis on va te donner ci, puis on va te donner ça. Qu'est-ce qui est trop à rajouter pour un sponsor? Où est-ce qu'on met la ligne finalement, puis on se dit, OK, là, c'est assez. Ce qu'on te donne, ça vaut en masse l'argent qu'on te charge. Mm. Bah, déjà, en fait, les gens, je pense, comme tu dis, ils ont un problème avec l'argent, ils veulent avoir l'air que ça vaille le coup, et cetera, et ils donnent d'abord avant de savoir ce qui est important pour le sponsor. Ce qui est prioritaire, c'est quand Hmm. tu as un sponsor en call, c'est que vous lui posez la question: «C'est quoi tes objectifs, cette année de notoriété, de machin?» Et vous l'écoutez bien, vous racontez c'est quoi ses cibles prioritaires, qu'est-ce qu'il a prévu, et cetera. Parce que c'est ça qui est essentiel et après vous lui donnez que ce dont il a besoin. Pas la peine d'en rajouter des tonnes, de me mettre tout un tas de logos sur des affiches, si moi ma priorité, c'est YouTube, par exemple, tu vois? Donc moi d'abord j'écoute, j'enregistre la demande et éventuellement après je donne un petit cadeau en plus, de ce qui intéresse vraiment la personne. Par exemple, si elle est très conversion, je vais lui dire: «Écoute, je te fais, 2 newsletters en plus avec le lien, nin 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 nin». Alors que si elle est plus, je sais pas moi, notoriété, peut-être que je peux inviter, un membre de l'entreprise, sur un plateau ou tu vois? Hmm. Je sais pas. En fait, il faut s'adapter aussi, il faut pas juste en rajouter et d'ailleurs, moi, je me suis vraiment préparée à cette idée que je ne vais pas brader. Donc si ça part pas au prix, ça part pas. Parce qu'en fait, je pense qu'on est suffisamment solides tous. On a une grosse autorité déjà. On n'est pas à la dèche en fait de sponsoring. Et au pire, bah, ça me fera me bouger les fesses encore plus pour aller chercher 120 000 euros de vente de produits. Et je pense que je suis tout à fait capable de le faire en fait, tu vois. Et grâce à ça, je maintiens ma qualité. Je maintiens aussi mon autorité parce que si je brade à 1 000 euros, ça se saura. Et après, plus personne va me l'acheter à 120 000 euros. Effectivement. Effectivement, c'est bien dit. Tu sais, justement, on voit, tu dis, OK, mais là, t'as YouTube, puis là, on va mettre le pre-roll, puis on va faire une mention en plein milieu, puis on va rajouter, puis là, je sais pas combien est-ce que ça coûte rajouter, tu l'as mentionné, sponsorer une chronique spécifiquement. Comment est-ce que tu calcules ça, la valeur de la mention de la chronique? Parce que tu as des coûts standards à la limite pour un pre-mid post-roll qui sont comme communs. Après ça, effectivement, pas sont communs, mais sont standards, sont connus à la limite, mais ça prend pas en considération, tu l'as mentionné, la réputation, ça mentionne pas les invités qui sont là, il y a comme plus de choses à rajouter dans c'est quoi les coûts standards, mais après ça, quand tu arrives dans une chronique, c'est quoi le coût d'une chronique? Tu sais? Bah, tu vois, ça, j'en sais rien. Mais en fait, je me dis juste que je l'ai mis dans la balance aussi. J'ai dit éditorialement, si j'ai envie de changer la chronique parce que c'est un autre sponsor et d'en rajouter une, 5 minutes, ça me coûte rien en édito, en fait, pour que ça soit adapté. Et ça, par exemple, la possibilité de changer un peu l'édito pour que ça corresponde exactement au genre de message que le sponsor veut faire passer, ça, c'est très, très précieux.
tu vois? Mmh. Ça vaut plus qu'une pub générique que tu entends comme ça au début de n'importe quel podcast. Donc c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute aussi des signaux faibles et moi je fais aussi beaucoup de build in public. Donc je raconte les coulisses parce que je sais qu'en racontant les coulisses, je fais monter aussi la valeur perçue parce que quand les gens voient qu'il y a beaucoup d'argent investi, ça les rassure. Mmh. Beaucoup de travail fait, ils ont l'impression que c'est de meilleure qualité. Tu vois ce que je veux dire? Ils se disent: «Ah putain, elle a passé 150 heures à faire l'émission, OK». Et puis ça fait monter leur désir aussi d'en être en fait, parce qu'ils vont le voir passer, 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 repasser des photos, des coulisses, des backstage et tout. Et un peu comme tout le monde, ils vont avoir le FOMO de pas l'écouter pour quand tu es auditeur et le FOMO de pas la sponsoriser si tu es sponsor. Right. Je t'ai posé la question en personne, mais pour moi, ça vaut la peine de la réexplorer aujourd'hui. Comment est-ce que tu vois la collaboration avec des marques ou des entreprises pour lesquelles tu as pas d'expérience personnelle? Est-ce que ça te fait pas peur d'endosser une marque qui a fait un produit ou une expérience terrible finalement, puis d'être associé à ça plus tard? Alors déjà, quand on sponsorise, on est vraiment sponsor, c'est pas pareil que brand content. C'est-à-dire que vraiment, ça reste mon contenu, notre plateau, c'est pas celui de la marque et tout, tu vois? C'est pas pareil que si tu fais un épisode dédié pour une marque et là, bon, clairement, tu es très, très impliqué. Donc, s'il y a un énorme bad buzz ou je sais pas quoi, au pire, tu coupes, le pré-roll ou enfin, je sais pas ce que tu fais, mais c'est ça ne connote pas non plus toute ton émission. Moi, ma mon parti pris, c'est que, tu vois, je l'ai très bien vu avec mon audience. Aujourd'hui, par exemple, moi, je suis solopreneur en SASU, donc c'est un certain, statut juridique en France. Mais mon audience, 50 de mon audience est en micro-entreprise. Donc j'ai eu un cas de figure où j'ai sponsorisé, enfin, un outil pour les micro-entreprises m'a sponsorisé et je l'ai évidemment recommandé parce que donc je l'avais quand même testé, pas pour moi, mais j'avais vu que c'était bien et surtout, je peux pas recommander que des trucs pour moi. Il faut aussi que je m'adapte aux 50 autres qui, eux, ont besoin de ce statut-là. Donc ce que j'ai dit, c'est que j'ai pas menti non plus. J'ai dit: «Moi, à l'époque, quand je me suis lancée en micro-entreprise, j'avais un tableau Excel tout pourri. Maintenant, vous avez de la chance, il y a ça qui existe. Enfin, go, faut y aller et voilà l'offre promo» et tu vois, on s'entend super bien avec ce sponsor. Donc je pense qu'on peut sponsoriser des produits dont on n'est pas client, tant qu'on sait que c'est un équivalent d'un truc qu'on aimerait bien et typiquement, je me disais pour l'émission, moi, je suis chez Substack, mais si je recommande Beehive, pour moi, c'est pareil, c'est de la bonne qualité. Ou alors, tu es chez ConvertKit, mais tu pourrais avoir, Kajabi ou d'autres trucs. En fait, tant que c'est un produit qui est bon, dont on sait qu'il y a des millions de consommateurs et qui est adapté à la cible, tu prends pas trop de risques quand même de le recommander, tu vois? Puis après ça, je pense que, tu sais, je pense que dans ton monde idéal, tu aurais un sponsor qui sponsorise l'entièreté de puis là, tu n'aurais plus besoin d'en chercher, ça serait génial. Mais la réalité, c'est que ça prend quand même plusieurs, qu'il faut tout le temps que tu sois en train d'en trouver d'autres, à moins que tu en aies un qui prenne plus qu'un épisode, puis que là, ben cool, on est grillé pendant, pendant Mais en plusieurs fait, eux, épisodes. ils font pareil. Ils prennent plusieurs podcasteurs pour, tu vois, séduire toutes Effectivement. les oreilles. Donc, bah, moi aussi, j'ai besoin en gros, techniquement, tu sais, il y a des gens, ils vont jamais il y a pas 100 des gens qui vont aimer un produit. Donc moi, idéalement, si j'avais genre 3 produits de formation, 3 produits de newsletter, 3 produits de banque, ça serait parfait avec tous des codes promo, Le Board ou Solo Nation. On est refait comme ça, les clients, ils trouvent au moins quelque chose, chaussure à leurs pieds et voilà. Puis il y a pas de problème de compétition entre les sponsors. Alors si, il y en a, donc ça aussi pareil, ça se gère. Bah, le truc pas cher, toute l'année, c'est que du coup, tu as pas de compétiteurs. Sinon, si tu prends à l'émission, ben, je peux prendre, l'émission d'après, ça peut être quelqu'un d'autre. Alors, généralement, quand tu négocies des gros deals, tu peux négocier une exclusivité sectorielle. Donc Mhm. et ça doit rentrer dans la balance. Ça peut aider le sponsor à se décider. Tu peux dire: «OK, si vous bossez avec moi, toute l'année, par exemple, je bosse pas avec un autre comptable et ça me paraît faire aussi dans le sens où bon, bah, tu faut comprendre aussi que les autres, les sponsors, ils doivent s'y retrouver aussi en termes de non-concurrence. Mais normalement, ça a un prix ça. Ben, ça fait beaucoup de sens. Puis on dirait que c'est pas quelque chose que j'avais anticipé. J'étais comme, ben là, il va avoir de la chicane en arrière. Oui, mais là, t'as dit que tu nous aimais, puis là, la semaine d'après, tu dis que t'aimes l'autre personne. Tu sais, en tout cas, fait que bref, mais je trouve ça vraiment cool de voir ce behind the scene là ou d'entendre parler du behind the scene de comment est-ce que ça fonctionne parce que c'est de la négociation. Puis c'est de la négociation, ça fait partie aussi des skills que je pense que chaque entrepreneur a besoin pas de négocier, mais d'apprendre avec le temps aussi. Puis d'ailleurs, dans les choses que tu négocies en termes de
contenu sur ces podcasts-là? Sur les podcasts, mais quand tu fais la promotion des gens. Est-ce que toi, tu es plus du style, je vais prendre le script puis je vais le dire, ou est-ce que tout est plus non, je vais me l'approprier? Comment est-ce que tu te retrouves sur ce spectre-là? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient intéressées par le sponsoring, mais qui se disent, j'ai pas envie d'être une bouche pour une brand puis de pas avoir aucun contrôle sur ce que je dis, mais en même temps, si j'ai jamais essayé la brand moi-même, puis le produit, puis le service, je vais avoir la difficulté à l'endosser puis à dire c'est quoi les avantages puis les bénéfices, tu sais. Bien sûr. Alors attends, bouge pas. Juste j'ouvre mon chat qui arrête pas de gratter, mais j'arrive. Attends, j'espère que tu vas pas l'entendre dans le truc. Attends, je vais l'installer là. Ah là, alors, attends, bouge pas, je ferme la porte. Excuse-moi pour l'interruption. Pas de problème. Alors, moi, ce que je recommande, c'est plutôt de prendre les devants. Parce que, en fait, alors souvent, ce qui se passe, c'est que la marque va te filer un brief éditorial, s'ils sont bien organisés, s'ils ont déjà fait ça, avec un truc hyper corporate, genre les fonctionnalités que tu dois dire. C'est une catastrophe. Ne faites pas ça en sponsor parce que c'est vraiment naze, quoi. Quand tu lis le papier, tu es là, bon, mais je comprends, c'est leur marketing standardisé qui fait ça. Donc, moi, ce que je prends, c'est je prends l'esprit de la feature, ou voilà, mais je le fais vraiment toujours adapté à mon ton et à ma ligne éditoriale. Donc, je me mets devant mon micro et je raconte un truc, tu vois. J'essaye de mettre une anecdote, j'essaye de le corréler aussi à mes clients cibles, par exemple, dire, ben voilà, quand on est freelance, on est toujours à la bourse sur ci, sur ça. Et donc, du coup, tu vois, en fait, le faire à ma sauce, j'envoie aux sponsors et souvent, ça leur plaît. Et ça va être comme ça un bal, mais il vaut mieux prendre les devants plutôt que d'attendre. Enfin voilà, éventuellement demander des éléments de langage et ensuite proposer. Je trouve ça mieux que de réciter. Voilà, après, il faut voir avec eux aussi comment ils veulent fonctionner. C'est ça, il y a quand même une validation dans le processus de qu'est-ce qui va être dit. Tu peux pas juste nécessairement te lancer puis tu vas faites-moi confiance. Peut-être qu'après ça dépend de la relation que vous avez si ça fait des années, là. Mais bon, bref. Écoute, Ce que je fais Oui, pas, vas-y. par contre, c'est, pardon, je t'ai coupé, mais Vas-y, ce vas-y. que je fais pas, c'est valider les posts et tout, parce que là, c'est trop. En gros, qu'on valide ensemble le pré-roll à peu près de ce que je vais dire dans l'émission, je trouve ça normal, en fait, parce que ça dure que 30 secondes, mais il faut que ça soit des bonnes 30 secondes, quoi, que ça présente bien le produit. Par contre, j'ai 20 posts à écrire fois 4 réseaux sociaux derrière. Je ne vais pas valider 80 posts avec un chargé de com, faire 4 allers-retours. C'est standard, on s'est mis d'accord sur ce machin est présenté par bidule et on s'est mis d'accord sur la petite phrase qu'on va mettre et on colle ça partout, tu vois. C'est pas des posts d'influence payés à 500 € le poste où là, ils vont plus ou moins faire un aller-retour avec toi pour voir si ça leur va. Donc, attention aussi à pas perdre trop de temps dans les validations. T'as pas l'impression, ben, t'as- si tu fais du sponsoring de post aussi, ce qui fait du sens parce que c'est comme la suite de le contenu. Tu sais, si on veut augmenter la visibilité, ben, c'est sûr qu'on va utiliser comment est-ce qu'on recycle aussi ce contenu-là. Est-ce que tu as déjà eu, ou tu as encore peut-être, j'imagine que non, l'impression que ça fait beaucoup, là, tout le temps parler du sponsor, quand tu t'envoies tout le temps à la limite du trafic ailleurs, quand tu voudrais avoir le focus sur tes offres aussi. Est-ce que finalement, la seule chose que tu as mentionné, c'est cet épisode est sponsoré par point, puis après ça, on passe à autre chose sur les posts, puis c'est tout. Dans le fond, ça ne prend pas d'espace dans ton post tant que ça ne prend pas trop de charge mentale. Est-ce que c'est vraiment plus vers là où est-ce que tu t'en vas, ou est-ce qu'à chaque post, en plus, il faut que tu réfléchisses à un autre angle, tu sais? Non, bah, en fait, ça dépend du deal que tu as, mais quand c'est beaucoup de volume comme ça, c'est juste souvent cette émission vous est présentée par, et puis t'as mis juste la mention. Tu vois, tu mets même pas de lien. Et déjà, la mention Ah vers une ouais, page hein? entreprise, la mention vers un compte Instagram, la collaboration potentiellement commerciale, c'est bien, tu vois. Donc, non, non, ça suffit. Faut pas trop en rajouter. Faut pas faire trop homme sandwich. Et d'ailleurs, faut l'expliquer ça aux sponsors. Ils payent pas pour un truc homme sandwich, ils payent pour l'autorité, ils payent pour voilà qu'on dise aussi voilà on a bossé avec Solo Nation, on est hyper fiers et eux aussi il faut qu'ils partagent de leur côté. Donc d'ailleurs avoir un sponsor c'est pas que financier. Moi à chaque sponsor que je signe, ça renforce mon autorité.
on va dire: «Ah ouais, Solo Nation, ils bossent avec machin. Ah ouais, d'accord, OK. Bah, je vais peut-être écouter l'émission parce que ça a l'air sérieux». Donc tu vois, c'est Oui. vraiment un gagnant-gagnant aussi. Donc faut aussi qu'eux, ils partagent dans leur newsletter, sur leurs réseaux sociaux. Donc moi, je leur prépare aussi, je leur rappelle ça. Je leur dis: «Vous devriez en profiter. Tiens, je vous envoie une photo, partagez-le sur vos réseaux, ça marchera pour votre autorité». Est-ce que c'est contractuel? Je sais pas. Je fais pas toujours des contrats, mais en fait, normalement, Oh! je crois que j'ai la ouais, je sais qu'il faudrait faire des contrats, mais moi, en gros, je fais un devis. Attends, j'ai eu chaud là, pendant 2 secondes. Oh, surtout sur ces montants-là, je suis comme: «Attends, Ouais, attends!» bon, sur le gros montant, je ferai un contrat, mais tu vois, quand Oui, c'est à l'épisode, en gros, je fais une facture où je mets: «Voilà ce qui est inclus dans la facture. Ça». Donc voilà, right. comme ça, je respecte mes engagements. Mais oui, contractuellement, bah, en fait, en gros, moi, j'ai la propriété du contenu. Mmh. Mais après, qu'ils fassent un post pour expliquer qu'ils sont fiers qu'on bosse ensemble et tout, ça me semblerait normal et beaucoup de sponsors passent à côté de ça. Ils payent, ils attendent tout du podcast, mais ils oublient qu'ils pourraient faire aussi leur propre, promo, tu vois? Et puis moi, ça m'aide aussi à trouver des auditeurs. Effectivement, puis s'ils ont des auditeurs, ben, finalement, ils ont plus de vues, puis tu sais, je veux dire, au final, c'était une espèce de cercle. C'est Écoute, ça. j'ai comme le temps pour une dernière question. Quelqu'un qui veut se lancer justement, qui a des grandes d'ambition pour son podcast, pour sa chaîne YouTube aussi, qui veut se lancer dans le sponsoring, mais qui a pas de réseau établi auprès de sponsors. Tu l'as mentionné tantôt, ça aide quand tu connais les bonnes personnes. OK, mais je vais pas. Est-ce que je vais devenir stalker? Y a-tu un bottin quelque part? Où est-ce que je trouve ces bonnes personnes-là? Comment est-ce qu'on fait pour trouver ces gens-là puis commencer à établir des relations finalement avec Mmh. les marques, les brands, les sponsors? Alors moi, j'ai 2 dans mon domaine en tout cas, parce que ça doit varier selon les domaines d'activité. Mais dans mon domaine, j'ai 2 choses qui m'ont bien aidée à trouver ces contacts que je ne connaissais pas au début. J'étais comme tout le monde, hein, un petit podcasteur, personne ne me connaissait et tout. Premier conseil contre-intuitif, c'est les salons, physiques. Donc, en Mmh. gros, moi, je suis allée à des trucs, des meet-up sur le freelancing. C'est un milieu qui est encore un peu petit, donc, qui c'est qui tenait les stands? C'était le directeur marketing et puis, quelqu'un, tu vois? Donc, je suis allée faire le tour. Je suis allée, présenter mon podcast, j'ai pris les cartes de visite et tout et en fait, on a sympathisé et souvent, ceux que j'ai rencontrés dans la vraie vie, je pense, je sais pas, ils m'ont peut-être trouvé sympa et tout, bah, du coup, ça a facilité les négociations derrière. Donc ça marche que si tu es sûr que tes sponsors envoient pas leurs stagiaires faire des salons à leur place. Il faut que ça soit quand même les décisionnaires qui viennent. Et la deuxième idée, c'est LinkedIn. En fait, moi, j'ai regardé quelles marques sponsorisaient mes concurrents ou confrères, consoeurs. Je me suis dit: «Bon, bah, c'est plus facile de vendre à quelqu'un qui sponsorise déjà que quelqu'un qui n'a jamais sponsorisé». J'ai ajouté les personnes à mes contacts. J'ai fait la stratégie du FAIO, c'est-à-dire, quand ils publient des posts, je suis là: «Ah super, ah sympa comme idée et tout». Donc j'ai quand même participé sous leurs posts, hein. Je les leur ai pas envoyé un kit média comme ça, froid, par message. Et quand, je me suis dit qu'ils m'avaient assez vue au point qu'ils devaient se rappeler en gros de ma petite vignette sur LinkedIn, plus de mon nom vite fait, là j'ai envoyé un petit message, cold message, sur, LinkedIn. Mais pareil, tranquille, on n'y va pas en mode: «Voilà mon kit média». Moi, mon message type, c'est, bah, «Salut, on sert le même public». Donc là, vous précisez votre cible vraiment détaillée. «Peut-être qu'il y a des choses à faire ensemble, point d'interrogation». Puis vous envoyez ça comme ça. Vous dites pas si c'est des choses gratuites, payantes. Ça le laisse un peu ouvert pour avoir le plus important, un premier rendez-vous. Et Mmh. là, dans le rendez-vous, bah, vous sondez s'il a du budget ou pas, s'ils ont déjà sponsorisé. Et voilà. Et vous, là, vous montrez votre kit média. C'est à ce moment-là. Moi, je l'enverrai pas à froid comme ça. Je pense qu'il y a des chances que ça marche, mais c'est quand même mieux de rencontrer les personnes. Ben oui, puis d'établir cette relation-là, que la personne ait envie déjà de travailler avec. Parce que c'est une vibe aussi, tu sais. Oui, on a parlé de coûts standards, de combien est-ce que coûtent les choses, mais plus que ça, c'est de savoir que c'est quoi ta responsabilité, pas ta responsabilité, c'est quoi je sais plus c'est quoi le mot que je cherche, mais c'est pas grave, peu importe. Genre, c'est quoi la vibe? Parce que si tu t'associes avec un podcaster, un YouTuber spécifique, c'est parce que tu veux que la personne aussi donne son ton puis son avis spécifique sur ton contenu. Tu sais, on l'a dit tantôt, les gens vont fournir des trucs préfaits, souvent très corporate, mais à la limite, je trouve ça presque contre-intuitif parce qu'ils devraient vouloir que toi, tu crées le contenu. Tu sais, il arrive avec comme les bullet points, c'est ça qui est important, puis après ça, tu t'inspires de ça. Mais du texte préfet, c'est comme le concept de Swipe Files, qui est basically
dans tout ce qui est marketing d'affiliation. Il y a des gens, il y a dans plein d'industries qui vont fournir des courriels préfaits, ils vont fournir des posts préfaits dans l'objectif que ça soit plus simple pour l'affilié, tu sais, parce que comme ça, il n'y a pas besoin de réfléchir. Il met ça, met une image, pouf, that's it, il fait la promotion, il met son lien affilié, puis c'est terminé. Tout ça étant dit, c'est jamais autant efficace que quand toi-même tu fais le pont entre ton audience et le produit, puis que tu mets ta vibe par rapport à ça. Donc, déjà d'avoir cette relation-là, ça crée ça, d'être capable de dire comment est-ce que cette personne-là va être capable de parler de mon produit. Puis j'aime beaucoup ta suggestion des salons parce que tu l'as mentionné, tu veux avoir des gens qui ont beaucoup de budget. Puis ceux qui ont beaucoup de budget, c'est souvent des grosses entreprises. Il y en a beaucoup dans la tech, bien évidemment. Tout dépendant des gens qui écoutent, on n'a pas toutes la même niche, évidemment. Moi, c'est B2B, toi aussi. Mais il y en a plein que c'est du B2C. Puis là, il va falloir que tu ailles dans voir des grosses compagnies qui ont des géants budget marketing. Puis c'est pas tes collègues, là. Genre, c'est rarement tes collègues. Tu sais, il va falloir que tu ailles chercher plus loin. Fait que, puis des gens qui sont capables de se payer un boot dans un salon avec 2 personnes qui sont là pour entertainer, ils ont probablement du budget. Et puis, le truc que j'ai oublié, c'est bien sûr, contacter les gens dont vous consommez le produit. Tu vois, moi, dès que Oui. j'adore un produit, un truc, je leur dis: «Ah coucou, j'aime trop ton truc, j'utilise pour ci, pour ça. Si un jour tu veux qu'on fasse une OP ensemble, tiens-moi au courant». Boum, j'ai envoyé une petite ligne, tu vois, à la mer, comme un pêcheur, un petit filet, de pêche et puis on verra, je viendrai le ramasser un autre jour. Oui, on verra. C'est comme les cages à homards. Le sponsoring, c'est de la pêche au homard. C'est génial. Au C'est crabe, hyper whatever. chic, dit comme ça et c'est vrai que quand tu trouves un sponsor, ça a beaucoup de valeur parce que souvent, maintenant quand j'en ai un, il me responsorise des trucs quand ça se passe bien. Mhm. Donc en fait, c'est une lifetime value qui est vraiment importante. On aime beaucoup. Flavie, un énorme merci d'être venue nous partager des trucs de sponsoring, comment le behind the scene aussi de lancement de ce nouveau projet-là. Premièrement, je te souhaite de couvrir l'entièreté de tes frais pour cette année. Ça serait déjà super. Puis aussi que ce podcast-là soit dur dans le temps parce que je trouve ça vraiment, vraiment cool comme projet. J'ai hâte que les 3 épisodes qu'on a déjà faits sortent. J'ai hâte à la suite. Puis où est-ce qu'on peut justement trouver les épisodes? Où est-ce qu'on peut, toi, te retrouver sur Internet? Eh ben, écoute, moi, c'est leboard.fr, tu as tout mon podcast, mes ressources et tout et l'émission, elle est sur YouTube. Je la mets sur, ma chaîne, Le Board Média, voilà, là-dessus et là, il y a une playlist avec Solo Nation où vous spottez les cheveux roses de Geneviève, c'est là. Oui, c'est ma façon d'être reconnue. Je peux aussi être utilisée comme cône dans la ville s'il y a de la construction. Ça arrête les voitures tout de suite, c'est génial. Pour toi qui écoutes, si tu veux revisiter le contenu de l'épisode ou retrouver des liens qu'on a mentionnés, tu peux te retrouver retrouve-nous sur Spotify ou Apple Podcasts pour lire les notes de l'épisode directement dans l'application. Puis si tu as aimé ça, bien évidemment, partage l'épisode sur Instagram, sur tes réseaux. Tu peux me taguer par en bas Geneviève Gauvin et taguer le compte de Flavie sur Instagram, le board baramba média, pour nous dire c'est quoi la chose que tu retiens de notre discussion. Flavie, un énorme merci encore une fois. Mouah, gros bisous et j'ai Merci tellement hâte beaucoup. de voir la suite. What? Merci. Bye là.